Dans la fiction, les armures en or sont considérées comme la protection ultime. Dans la réalité, c'est claqué. Déjà, l'or, c'est très lourd. 2,5 fois plus que le fer, tu finirais en crêpe. Et surtout, l'or, c'est tout mou. C'est pas du beurre non plus, mais ça tiendrait pas un gros coup de marteau. Les seuls à avoir eu une telle armure dans l'histoire, c'est les rois Henri II, Henri VIII et Henri XIV, mais c'était du plaqué or, une fine couche d'or sur un métal résistant. Ce genre d'idées reçues sur les armures, il y en a beaucoup. Alors, débunkons ça avec notre partenaire Rhino Shield, des coques stylées pour envoyer vos téléphones au combat, et en plus on a de belles réductions pour vous. Les armures étaient très lourdes. Ce genre de galipettes dans les jeux vidéo peuvent paraître irréalistes. 90 kg d'armure, ça permet pas d'être aussi agile. Si vous croyez ça, vous vous trompez. Déjà, les armures de 90 kg, c'était des armures spéciales dites de tournoi. C'est pas fait pour la guerre, mais pour la joute. Un sport qui consiste à se rentrer dedans à toute vitesse avec une lance en essayant de faire tomber son adversaire. On s'amusait comme on pouvait à l'époque. C'est très violent, mais vu qu'on est à cheval, pas besoin d'être mobile. Juste d'être très protégé. En fait, le poids d'une armure de guerre est plutôt autour des 30 kg. Ce qui est plus léger que l'équipement d'un militaire aujourd'hui. Avec ses armes, son sac, ses rations, ses munitions, on monte facile à 40 kg. Et vous savez quoi ? Même dans les duels de tournoi, on n'utilisait quasi jamais d'armure aussi lourde. Vu que c'était des affrontements amicaux, les gens perçaient des trous dans leur armure pour la rendre plus légère et augmenter leur confort. Bon, vous allez me dire 30 kg ça reste beaucoup. Je suis d'accord, c'est l'équivalent de 20 grosses bouteilles d'eau. Si on chute avec ça, ça a l'air compliqué de se relever. Mais en réalité, c'est largement faisable, vu que l'armure se porte comme une seconde peau. Chaque pièce était non seulement ajustée au corps, mais également connectée. Le poids de l'armure n'était pas concentré sur vos épaules, mais parfaitement réparti à travers le corps. Pour votre mobilité, vous avez aussi les articulations des armures qui ont été super bien pensées. Les jointures sont des pièces de métal en lamelles, et la structure ressemble beaucoup à la carapace des homards. Ce qui fait que vos mouvements ne sont restreints que de 25 degrés à tout casser. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, il était possible de faire des roulades, escalader des murs et même monter des échelles, se relever d'une chute et même danser en armure. Voilà pourquoi des gens peuvent s'amuser à faire des marathons en armure. Il y a même eu une course d'obstacles entre un pompier, un soldat et un chevalier. Devinez qui a gagné. Bon, non, c'est pas le chevalier, faut pas abuser. Mais il est arrivé deuxième avec 20 secondes d'avance devant le militaire. Si ce mensonge des armures lourdes persiste de nos jours, son origine vient des anglo-saxons lors de la bataille d'Azincourt. Pour résister face aux archers anglais, les armures françaises ont augmenté d'épaisseur, ce qui a doublé la masse jusqu'à 50 kg. Le terrain était très boueux, ce qui a ralenti considérablement les charges des cavaliers et mené à la défaite. La résistance des armures. C'est un peu abusé, mais dans les films, les héros sont capables de tout découper. Par exemple, dans le film Braveheart, franchement, on a l'impression que les épées coupent dans du beurre. Il y a même un passage où un soldat se fait couper la jambe avec sa protection. En fait, les armures arrivent parfaitement à vous protéger. Plein de gens sur Internet essayent de découper des armures avec des gros trucs, et c'est des échecs. Et en même temps, l'acier utilisé pour faire des armures, c'est de l'acier dit trempé. On refroidit brutalement le métal pendant qu'il est encore chaud, le rendant très difficile à casser. Aussi, la forme des armures en plaques sont bombées pour dévier les coups. Impossible de viser un point précis et de s'y maintenir, du coup ça glisse. C'est pour ça qu'au Béour, les gars en armure peuvent se prendre des coups de monstre avec des hallebardes sur la cuisse, la tête et les épaules, et rester indemne et continuer à se battre. Regardez-moi ces gars se mettre à deux sur un mec et lui buriner les jambes. Le clash est très violent, mais le gars est bien protégé et il arrive à rester debout. En termes de protection, les armures en plaques d'acier, c'était le top du top. Vous étiez un véritable tank, très difficile à blesser à l'épée. Regardez au Béour, les combats durent longtemps, plus que dans Braveheart. Maintenant, qu'en est-il des flèches ? Eh bien c'est pareil, vous étiez protégé. Bon, c'était possible de se faire blesser à cause d'un défaut de votre armure, comme des fissures ou une partie fragilisée par l'usure des combats, mais ça reste de la malchance. Et puis même si c'était percé, c'est pas si grave, parce qu'en dessous vous aviez la cotte de maille, et ça résiste bien. Il aura fallu l'invention de l'arc long anglais, de l'arbalète et de la fameuse pointe Bodkin, pour qu'enfin une flèche transperce cette satanée cotte de maille. Tout va changer avec l'invention des armes à feu. C'est étonnant, mais oui, il a existé un moment dans l'histoire où les chevaliers en armure étaient armés de fusils. On se battait à cheval à gros coups de pistolet. Sauf que la force cinétique était telle
que les armures ont perdu petit à petit leur avantage défensif. Mais au début, ça allait, hein. Une armure de plaque pouvait arrêter sans problème une balle du XIVe siècle. Il suffisait juste d'augmenter son épaisseur. Du côté de l'Asie, les Japonais ont la même chose, une protection épaisse contre les armes à feu appelée Tameshi Gusoku. Bon, après, ça marche moins bien avec les armes modernes. En même temps, c'est un peu de la triche. En voyant ça, on pourrait se dire que même si ça transperce pas, la force de l'impact suffit à broyer tes os. C'est vrai, mais les forgerons en étaient conscients et ont même trouvé une solution. Il y a 2 à 3 cm de vide entre la paroi et votre torse. Ça va aussi permettre de porter d'autres couches de protection, par exemple la cotte de maille ou le gambesson, un habit fait de cuir et de textile rembourré qui a le même rôle qu'un airbag. Et sous-estimez pas, hein, ce truc pouvait arrêter les flèches. Un peu injuste que dans les RPG, ça soit considéré comme la protection la plus faible. La photofilm qui préfère représenter les héros en armure de cuir, mais c'est de la fiction. Les cuirasses, c'était pas aussi stylé. C'est sûr qu'avec ça, la street cred de Jon Snow en aurait pris un coup. Et ça offrait une résistance au choc bien moindre qu'un bon tissu. Les chevaliers étaient invincibles. T'es sur le champ de bataille, en plein combat, et tu vois débarquer cette masse d'acier devant toi. On est d'accord, t'es foutu là. Bon, vous en doutez, hein, pas tout à fait. Déjà, impossible de vous recouvrir totalement. Vous aviez forcément des points faibles. Par exemple, derrière les cuisses ou entre les aisselles pour vous permettre d'être mobile, ou les fentes de votre casque qui vous permettaient de voir et respirer. Un autre point faible, c'est vos doigts. Un gantelet médiéval, c'est peut-être une merveille de la technologie, mais tes doigts, on pouvait te les couper. Du coup, on les utilisait plutôt pour faire du cheval ou pour tirer à l'arc. Quand t'étais un fantassin, quand t'étais sur le terrain, on utilisait plutôt des grosses moufles en acier. Alors du coup, comment gagner face à ça? Bon y a pas 36 stratégies, hein. Fallait se rentrer dedans et essayer de faire tomber son adversaire. Prenez ta dague et tu visais un point faible. Par exemple, la visière. C'est pas très chevaleresque, mais ça marche. C'est pour ça que le combat de Bronn contre Servadis dans Game of Thrones est réaliste. On commence à donner des coups sous les aisselles et derrière la cuisse, et on termine par trancher le cou. Il n'y a pas que les humains qui portaient des armures. Si je vous disais que les chiens samouraïs ont existé. Oui, c'est une véritable armure d'époque, mais c'est la seule qu'on ait retrouvée. Probablement jamais utilisée au combat, juste l'excentricité d'un riche daimyo. On a aussi retrouvé des cottes de mailles romaines pour chiens, mais ça devait être si lourd qu'on perdait tout l'intérêt d'utiliser cet animal en combat. Non, plus logiquement on les équipait d'armures en tissu, ce qui offrait une très bonne résistance aux lames. Ce qui était le plus commun, ce sont les armures pour chevaux. Là encore, il y a eu des foules placassiers, mais c'était pour les riches excentriques et trop lourd pour être efficace en combat. On protégeait essentiellement la tête, recouvrant le reste du corps avec du tissu, le carapaçon. Ah oui, et encore une fois, les chevaux samouraïs ont existé, on leur mettait une tête de dragon sur le crâne, juste trop stylé. Maintenant, si vous voulez toujours aller plus loin dans le game de l'armure, vous avez les armures pour éléphants. 160 kg d'acier avec une sorte d'épée montée sur les défenses pour faire un max de dégâts, c'est l'équivalent d'un tank médiéval. Transition parfaite pour vous parler de notre sponsor, les armures modernes de vos téléphones, Rhino Shield. Nos ancêtres auraient rêvé de découvrir la matière brevetée qui constitue ces coques. Un polymère flexible, fin et tellement résistant, une technologie qui aurait garanti la victoire de la France sur la perfide Albion, mais qui sert aujourd'hui pour protéger vos précieux appareils. Et comme on décorait les chevaux, vous pourrez aussi styliser votre téléphone avec des collections officielles allant de One Piece à Harry Potter, de Fortnite au PSG, toutes les passions sont représentées. Comme promis, on a un code de réduction, moins 10% avec le code TRASH ou le lien en description. Ça ne dure que 48 heures, alors dépêchez-vous, préparez-moi ce téléphone au combat. Les armures pour les femmes. Dans les jeux vidéo, les armures de femmes sont très légères. Une grosse partie de la peau n'est pas protégée et pour certains, ça ressemble plutôt à des bikinis. C'est pas du tout réaliste, vous en doutez. Alors à quoi ressemblaient vraiment les armures pour femmes? La réponse va vous décevoir, les femmes portaient les mêmes armures que les hommes. Souvenez-vous, le torse d'une armure est déjà bombé, il y a beaucoup d'espace vide dans une armure. Pas besoin d'épouser les formes.
Surtout que ça serait dangereux, hein. Tout le choc serait transmis au sternum. Qui plus est, les femmes étant rares sur les champs de bataille, les forgerons ne s'embêtaient pas à créer des armures spéciales. Ça a quand même existé, hein. Par exemple, Jeanne d'Arc, dont l'armure a été faite sur mesure sur l'ordre du roi Charles VII. Mais ne vous fiez pas aux peintures, qui ont une vision trop idéalisée, trop féminisée. Des témoignages qu'on a, ça n'était qu'une armure d'homme un peu plus petite. La seule illustration qui existe de son vivant, c'est celle d'un artiste qui n'a même jamais vu Jeanne d'Arc, qui s'est juste basé sur les témoignages, les on-dit. Du coup, l'armure de Jeanne d'Arc fait partie de ces reliques mystérieuses que tout Antiquaire rêve de posséder, mais qu'on ne retrouvera probablement jamais. Revenons-en aux armures féminines. Certains d'entre vous me diront à raison qu'il existe des armures avec des hanches plutôt fines ou avec des jupes en métal. Oui, mais c'était pas pour les femmes. À l'époque, les hanches en taille de guêpe étaient un trait de virilité. Pour ce qui est de la jupe, c'est en fait une armure pour Albert von Brandenburg, inspirée des coutumes traditionnelles écossaises, un kilt métallique quoi. L'une des rares armures faites pour filles que j'ai pu trouver, c'est celle-ci. Une robe de bal en métal qui imite les plis du textile. Bon, c'était un costume de soirée inutilisable en temps de guerre. On pouvait mourir cuit dans une armure et gelé en hiver. Avec un tel attirail et si peu d'aération, on devait avoir super chaud là-dedans, non? En plus, les fentes de casque sont toutes petites. Ça devait être horrible de respirer là-dedans. Déjà qu'une mascotte souffre le martyre, imagine avec du métal brûlant en plein cagnard sous le soleil du désert. Eh bien, ce que je viens de vous dire est faux. Alors oui, c'était pas agréable, mais c'était pas fatal. Quelqu'un s'est amusé à jouer en armure en été pendant 30 minutes sans boire. Bon, à la fin, il n'arrivait plus à supporter la chaleur, et il s'est retrouvé totalement épuisé, mais il était en vie. En fait, les armures avaient tout prévu, même les choses aussi basiques que les besoins. Ah oui, est-ce que vous êtes déjà demandé comment les chevaliers allaient aux toilettes? Vu que ces zones-là, c'était majoritairement de la côte de maille, en fait, il suffisait de baisser son froc. Et en hiver maintenant, ça devait cailler, non? Vu qu'on n'arrêtait pas de suer et que l'acier n'est pas un très bon isolant, ça devrait être comme avoir des habits mouillés en permanence. Eh ben même pas. 3 scientifiques ont fait l'expérience de traverser les Alpes en armure, un total de 28 km sur 1300 mètres de dénivelé. Ils voulaient reproduire ce qu'avait fait François Ier et son armée de 40 000 hommes en 1515. Au final, ça s'est bien passé. Pas d'hypothermie, pas d'hyperthermie. Par contre, l'environnement qu'il faut absolument éviter, c'est les points d'eau. Si vous tombez dans l'eau avec votre armure en plaque, vous vous noyez. Faut pas déconner, 30 kg d'acier, impossible à la nage. On se battait tous en armure. Il faut pas oublier que ce genre de protection était faite pour les riches. Ça coûtait plus de 378 jours de travail, l'équivalent SMIC d'un 27 000 €. À moins de se faire sponsoriser par un seigneur, on ne portait pas d'armure, mais plutôt du textile comme le gambaison. Ou alors t'étais un malin et tu volais les pièces d'armure sur les cadavres à la fin des batailles, mais c'était loin de l'armure complète. Une autre idée fausse, c'est de penser que tout le monde portait des cottes de mailles parce que c'était moins cher qu'une armure en plaque. Certes, il y a moins d'acier, c'est moins encombrant, mais c'était hyper laborieux de faire tous ces petits anneaux et de les connecter entre eux. Une bonne cotte de mailles pouvait être plus chère qu'une armure. Du coup, lors d'une petite bataille, vous verrez jamais une armée full plaque en métal. Ça a pu exister, par exemple pour les batailles importantes comme Azincourt. Du côté des Français, tout le monde était en armure complète. La fine fleur de la chevalerie. Et en dehors des guerres, même pendant les tournois, les chevaliers s'en servaient peu, car endommager son armure revenait un peu à casser sa Lamborghini. Autant prendre un truc de mauvaise qualité pour faire du sport. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur ce monde passionnant des armures. Maintenant, quand vous verrez un film, vous pourrez dire que c'est n'importe quoi. Je sais que vous adorez cette série sur les mensonges autour des armes médiévales et modernes. Alors, explosez-moi ce compteur de pouces, ces commentaires, ces vues pour un prochain épisode. Encore un grand merci à notre partenaire Rhino Shield. Tous les liens sont en description. Franchement, la vidéo, ça tombait à merveille au niveau du sujet. Allez les amis, ciao!